Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 8 coups d'État depuis 2020. L'Afrique connaît à nouveau la résurgence des régimes militaires. Mais que traduisent-ils? Comment comprendre les coups d'État à répétition sur le continent? Les acquis démocratiques engrangés depuis le début des années 90 sont-ils en péril? Deux invités avec moi pour en parler. Loïc Lefloc-Prigent, vous avez dirigé de grandes entreprises françaises dont Gaz de France, SNCF et bien sûr Elf Aquitaine, devenu aujourd'hui Total. L'Afrique, vous connaissez. La France-Afrique, vous connaissez aussi. Pas vous personnellement, mais votre pays, la France, a fait et défait les régimes sur le continent. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci au titre particulièrement intéressant pour notre émission Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Évidemment, nous allons avec vous partager votre regard que vous posez sur l'Afrique d'aujourd'hui qui connaît la résurgence des régimes militaires, mais nous essaierons aussi de comprendre ce sentiment dit anti-français qui prend de l'ampleur, notamment dans les États francophones du continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. David Assiba Johnson, vous êtes, vous, professeur des universités, ancien directeur de l'École supérieure de commerce de Clermont. Vous avez formé des générations d'étudiants français et étrangers, dont beaucoup appartiennent aujourd'hui à la haute administration et à la haute technostructure. Mais vous êtes resté profondément africain et vous observez ce continent dans son évolution politique depuis des décennies. Merci d'avoir accepté notre invitation pour poser notre regard sur ce qui se passe sur le continent actuellement. Merci à vous. Nous l'avons dit, plusieurs pays du continent sont actuellement dirigés par des régimes militaires. Le Burkina Faso fait partie de ces pays. Son président s'appelle Ibrahima Traoré. Il est capitaine de l'armée burkinabé. Lorsqu'au début des années 90, le continent africain prend un nouveau départ avec les conférences nationales, avec le nouveau paradigme démocratie-développement, il n'avait que 2 ans. Il est né le 14 mars 1988. Aujourd'hui, devenu président du Burkina Faso, avec certains homologues militaires du continent, il veut incarner une nouvelle génération de dirigeants avec une nouvelle vision, une nouvelle orientation du continent. Écoutons un extrait de son discours. C'était à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. De ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort.
Loïc Lefort-Prigent, nous venons d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le président de la transition au Burkina Faso. Il dit non à l'ingérence étrangère, non à l'esclavage, non au néocolonialisme. Tout le monde sait à qui il s'adresse, en tout cas en premier. On sait très bien que ce sont les néocolonialistes, ce sont en premier les Français sur le continent, notamment dans les États francophones. Nous sommes passés d'une époque où les dirigeants du continent étaient méticuleusement, rigoureusement soucieux de bonnes relations avec la France, à une époque où on peut demander à un ambassadeur français de plier bagage en 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui connaissez très bien ce continent? Alors, nous sommes dans une émission courte et l'histoire est longue. Voilà. Alors, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que on peut effectivement parler du colonialisme de façon positive ou négative selon la manière dont on regarde a posteriori. Donc, une réalité n'est jamais blonde, noire, elle est grise. Alors, il y a eu des choses atroces dans le colonialisme, c'est clair, et puis il y a eu une volonté de développer un bien collectif et de développer une éducation, un ensemble de choses extrêmement importantes. Lorsqu'on parle de colonialisme, je pense à ma mère qui, pendant 35 ans de sa vie, a envoyé des livres, des matériels, là, avec une association de Bretagne pendant 35 ans en Afrique. Et donc il y a eu tout. Alors, je crois qu'il faut se regarder les choses positives. Il y a une empathie forte entre la France et les Français, en général, et le continent africain. D'une part, une curiosité, une affection, un amour et une connaissance de la culture africaine et de son intérêt pour le monde entier. Donc je crois que entre la France et le continent africain, il y a quelque chose de profond. Oui. Bon. Et ce quelque chose de profond ne va pas partir. Oui. Alors maintenant... La France politique, même. Alors c'est la France... La France de ma mère, si vous voulez, hein. Ouais. Donc qui a accueilli les Africains bien sûr. Comme moi, les Africains n'ont aucun problème avec les Français, ça c'est sûr. Enfants. Alors, du point de vue, il y a deux autres points de vue. Il y a un point de vue politique et un point de vue économique. Et puis ils ont été mêlés à un moment. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a demandé à un moment, on dit, bien, on veut l'indépendance. Très bien, alors vous avez l'indépendance. Et puis, comment se servir de cette indépendance? C'est-à-dire comment arriver d'une situation où il y avait un gouverneur français, d'une manière ou d'une autre, et à une démocratie en disant, vous allez faire des élections, tout va bien se passer. Et ça a été une erreur profonde, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une culture de coloniser, oui. De gouverner de l'extérieur à une culture démocratique avec des élections. C'est plus compliqué que ça. C'est comment est arrivée cette culture démocratique dans nos pays à partir d'une civilisation judéo-chrétienne qui est partie de ce qu'était le bien collectif, ce qu'était la nature profonde des individus, la nécessité critique, une collectivité basée sur l'intelligence et l'ascenseur social. Et on a connu ça dans toutes les démocraties. Alors, ce qui n'est pas le cas des autres États qui n'ont pas cette culture. Mais disons que nous sommes profondément judéo-chrétiens dans la manière dont nous avons bâti la démocratie. Qui s'est fait progressivement. Et donc, il a fallu du temps pour arriver à la démocratie, puisque on est arrivé quand même par les royautés, par tout un chemin quand même très très long. Oui. Alors là, on a voulu prendre un circuit court en disant la démocratie, c'est l'élection. Et là, on est tombé sur un drame, c'est-à-dire que ça ne correspond pas. Oui. C'est-à-dire il fallait avoir une démarche beaucoup plus progressive pour partir d'une situation tribale. Situation tribale avec des tribus qui n'avaient rien à voir avec les États. Avec les nations. Avec les États-nations. Non, il fallait repartir sur quelle était la nation. Quel est aujourd'hui le sentiment national de la plupart des pays africains? C'est le club de football.
Oui, c'est ça qui cimente aujourd'hui ce qui fait le sentiment national. Vous dites quelque chose d'intéressant qu'il faut que vous précisiez. Je vous en prie. Vous avez dirigé une grande multinationale en Afrique. Enfin, oui. Vous étiez présent. On vous appelait en Afrique le roi du pétrole. Oui. Vous étiez pratiquement comme un chef d'État. Et je ne cache pas. Alors je vais expliquer un détail que je n'ai pas encore expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on donne la démocratie, lorsqu'on dit voilà, vous êtes libre, vous allez faire des élections, vous allez faire, bon, etc. C'est à ce moment-là où il y a des changements et des coups d'État. Oui. Oui. C'est un changement. Et là, à ce moment-là, la puissance ex-coloniale. Oui. Dit c'est quand même embêtant parce que le pays va pas se développer dans ces conditions. Si jamais il y a coup d'État, parce que les coups d'État étaient successifs. Et donc c'est à ce moment-là, qu'il y a une dérive. Et c'est une dérive dont nous souffrons aujourd'hui. La dérive, c'est de dire il faut absolument qu'on essaie de stabiliser les États. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que les dirigeants. Alors là, je mets en responsabilité, monsieur, je mets la tête sur le billot. En stabilisant et en gardant au pouvoir certains chefs d'État. J'ai dit, donc, on nous a dit, essayez de stabiliser. Et stabiliser, c'était quoi? C'était la capacité pour la législation, pour les intérêts économiques, de rester dans les États. C'est-à-dire si jamais on est en situation instable tous les 2 ou 3 mois, personne n'investit dans un pays à 2 ou 3 mois. Et donc c'est ça qui a conduit. Et c'est ça qui a conduit à la stabilisation un peu qui aurait dû être relativement progressive et qui a été une stabilisation qui s'est inscrite complètement dans les gènes. Et donc on s'est retrouvé avec des présidents qui étaient en fait des dictateurs. Donc on a changé de paradigme parce que, ayant prôné la stabilité, on s'est retrouvé à prôner la stabilité complète, qui est quelque chose qui n'est pas démocratique. Dans la promotion. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez dans ce que nous venons de voir, proche de quand on voit M. Poutine qui est là depuis un certain temps. Oui, mais on parlera de lui. On reviendra parler de. On voit bien ce qu'a un détail important une démocratie. Quand même, Monsieur le Floch-Prigent, vous avez essayé dans une approche historique de nous expliquer comment les États sont nés. Rapide. Très rapide. Je peux faire 3 heures. Avec les problèmes structurels, etc. Mais ont-ils jamais été indépendants? Avez-vous vraiment, la France a-t-elle vraiment donné l'indépendance complètement. À vous pensez? Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est parce que après l'indépendance donnée, on s'est aperçu que les pays avaient des problèmes d'instabilité que on a été. Nous n'avions pas en tant que dirigeant d'entreprise. Oui. Je considère que le monde un bras économique. Le monde est grand. Le monde est grand. On reviendra. J'ai pas besoin particulièrement de ci ou de ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on me dit si jamais vous avez s'occupé du Niger, c'est parce que à cause de l'uranium, je dis bellivezé. Non, moi je me suis occupé. C'est moi qui ai découvert le premier, mon entreprise, à une période où on était en train de partir le premier gisement d'uranium. Non, pas d'uranium, de pétrole au Niger. Bon, et dès que je suis parti, c'est les Chinois qui sont venus, tout va bien, mais disons que il n'y avait pas un intérêt frontal à l'époque d'Elf-Aquitaine de prendre le pétrole du Niger. Donc c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile. La manière dont on décrit aujourd'hui les choses en disant il y a un intérêt économique absolument extraordinaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On reviendra. C'est une question centrale, ça. Je sais, mais c'est ça qui pourrit l'ensemble des choses. Voilà, absolument. Et on reviendra sur ce point. Il y avait un intérêt culturel et historique de passion pour l'Afrique. Pas économique. À l'intérieur. Dans un premier temps. Dans un premier temps, non. On reviendra sur ce point important. Bien sûr. David Asiba Johnson. Nous l'avons dit, en 3 ans, 8 coups d'État. Loïc Le Floch-Prigent a essayé d'expliquer comment
au début des années 80, en tout cas un peu après les indépendances, les coups d'État pourquoi les coups d'État se sont multipliés sur le continent, avec la période de stabilisation qui est intervenue notamment dans les années 80, où se sont solidifiées les dictatures qui nous ont conduits aux conférences nationales du début des années 90. Mais cette nouvelle génération de coups d'État et de régimes militaires qui prend maintenant le pouvoir, comment comprendre, comment expliquer cela? Vous m'avez invité, j'ose espérer qu'on admettra une vision contradictoire. Ah, totalement. J'espère bien, monsieur le professeur. Totalement. Moi, j'ai pas la science infuse, sachez. Je commencerai par citer Albert Camus, qui, dans L'homme révolté, spécifiait la chose suivante. La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. C'est profond, ça. Deuxième citation d'Albert Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Alors, je ne suis pas du tout de l'avis de mon co-débatteur, et à ce titre, il me plaît de citer Jean Perlevade, qu'il a bien connu, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Réformer la France ». Alors, je cite simplement à la page 42 ce que dit Perlevade au sujet de Jules Ferry. L'œuvre civilisatrice qui consiste à relever l'indigène, à lui tendre la main, c'est l'œuvre quotidienne d'une grande nation. Et les races supérieures ont un devoir de civiliser les races inférieures, dira Jules Ferry, qui rejoint en partie ce que venait de dire M. Le Floch-Prigent. Le deuxième motif est de caractère patriotique. La France battue par l'Allemagne va retrouver sa puissance et restaurer sa grandeur par une série de victoires faciles sur de peuples peu armés dans une vaste patrie du monde qui va du Maghreb à l'Afrique jusqu'à l'Asie. Telle est la réalité. Telle est la réalité. La réalité coloniale. Elle est là. D'accord. Cela dit, cela dit, d'accord. Permettez. Oui, totalement. Je pense que j'aurai autant de vie. Je ne me suis pas exprimé sur ce sujet. Non, je suis... On est d'accord. Je suis arrivé après. C'est ça. Vous vous êtes exprimé sur le fait qu'il y avait un lien culturel. Le lien culturel aussi, et qu'on envoyait des ouvrages, etc. Nous avons suffisamment du papier, du bois pour fabriquer du papier. C'est pas ça le problème. Et l'universitaire et le mathématicien que je suis pourra mieux vous en parler à ce sujet. D'accord. Le problème n'est pas là. Le problème est de maîtriser les sciences et les technologies. Revenons sur les problèmes essentiels dont nous parlions. Oui. Alors, s'agissant effectivement... des régimes militaires. Oui, mais les régimes militaires, j'ai dit mal nommer les choses, c'est ajouter malheur au monde. C'est pas du coup d'État. Parce que si vous parlez des coups d'État, dès l'indépendance jusqu'aux années 90, oui, c'était des coups d'État dirigés par le gouvernement français. Non. Il faut le faire, la rétrospective. Non. Absolument. Vous aurez le temps de me contredire. Il y a suffisamment de documents qui le prouvent. Tous les coups d'État qui ont été faits étaient des coups d'État commandités. Il y a Bob Denard, Alors, la liste est assez longue. On va citer des cas concrets. Peut-être que ça permet de mieux comprendre ce que vous dites. Oui. 1963, Sylvanus Olympus. La France était étrangère à ce coup d'État. Bon, il y a Tombalbaye de Tchad aussi, et il y a beaucoup d'autres coups d'État qui sont intervenus. Vous avez deux conceptions. D'accord. La conception, y a-t-il des Français qui, ou le gouvernement français fait-il? Alors, vous êtes en train de me dire, le gouvernement français fait. Je vous dis non. Ce n'est jamais une volonté du pouvoir politique. Ingérence française, oui. Ça n'a rien à voir. C'est là où l'ensemble du dispositif est compliqué. C'est-à-dire que, et pour écrire l'histoire, il faut savoir ce qui a été demandé aux uns et aux autres. Moi, je sais ce qui m'a été demandé et ce que j'ai fait. Je suis capable de dire ce que j'ai fait. Et je l'ai dit d'ailleurs, maintenant c'est oublié, mais l'histoire ne commence pas avec François Mitterrand, monsieur. C'est-à-dire, oui, absolument. L'histoire commence avec De Gaulle. Je sais ce qui a été fait et je sais qu'il faut toujours faire cette différence. Bon. C'est-à-dire que monsieur vient de me parler de Bob Denard
il y a des gens qui ont financé Bob Denard. Oui. Ces gens-là ne sont pas forcément Français, c'est vrai. les gouvernements français ni français. C'est plus compliqué. Et Sylvanus Olympio, la main de Focard, alors pour vous, elle n'existe pas. Non, ne perdons pas de temps. La main de Focard n'existe pas. Focard écrit... effectivement, Focard s'engage dans des pays nommés avec l'assassinat des chefs d'État, Mba du Gabon et beaucoup d'autres sur le continent. Et là aussi, ce n'est pas le fait d'une décision politique. Il ne faut pas que nous devenions amnésiques. Non, il finit sur ce point rapidement et vous reprenez la parole. Oui. Alors, pour prendre ce qu'a fait par exemple Focard au Gabon, on voit la trace au Gabon, effectivement, pour essayer de stabiliser les choses. À la mort du dirigeant, c'est bien Focard et De Gaulle qui nomment ce qui est devenu Albert Bongo et Oumar. Bon, mais c'est clair. Voilà. Ça, donc vous vouliez apporter cette nuance. Il y a un certain nombre de choses qui sont claires. D'autres qui sont moins claires. Donc je crois que si on mélange trop de choses, par exemple, je dis, aujourd'hui, on dit la France a pris tout l'argent de ces pays, etc. Donc, si jamais moi, on ne m'avait pas demandé de considérer que les revenus du pétrole devaient revenir à la population gabonaise, congolaise et camerounaise, ça aurait été différent. C'est ça. Ils vous l'ont demandé, vous avez reçu. C'est ça qu'on m'a demandé. Donc, de veiller à ce que le prix du pétrole, les revenus à ce que. Alors, et contractuellement, moi j'ai vécu cette période où j'avais des contrats qui consistaient à donner au chef d'État une partie de la manne. C'était un contrat qui était fait historiquement en 1960. Et puis, par ailleurs, il y avait une provision de développement qui était gérée par le pays et par Elf-Aquitaine, et qui était gérée, c'était contractuel. Mais c'est ça le paradoxe. Et donc, à un moment, le fait de dire ça c'est pas bien, il faut arrêter ça, ce qui a été le problème que j'ai eu, vous vous souvenez. Bon, eh bien, ça a conduit à ce que aujourd'hui, 95 à 100% de l'argent est pris par les dirigeants eux-mêmes. Donc vous voyez, on comprend bien votre nuance. Le président que nous venons de suivre, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, a décidé depuis quelques semaines que dorénavant les entreprises françaises qui opèrent au Burkina Faso doivent payer des impôts. Ce n'était pas le cas avant. Est-ce que Elf-Aquitaine payait des impôts en Afrique? J'ai payé mes impôts quand j'étais en Afrique, il n'y a aucun problème. Et ensuite, lorsque je suis parti, c'est les Chinois qui ont racheté à Elf-Aquitaine le gisement, et le Niger a considéré que le pétrole devait être chinois. C'est sans problème. Alors maintenant, qui demande aux Chinois s'ils payaient? Bien sûr qu'on a payé des impôts. Donc je pense qu'il y a, à un moment, il faut regarder les réalités. Alors ces réalités ne sont pas forcément agréables à regarder, pas plus pour moi que pour d'autres. Je sais ce que j'ai fait. Par exemple, on vous dit aujourd'hui, vous avez corrompu Bongo. J'ai corrompu Bongo, pas du tout. C'est avant Bongo. Il y a eu un contrat entre le pays nouvellement arrivé et l'État français qui a été suivi ultérieurement. Un contrat favorable au Gabon? Un contrat complètement favorable au Gabon, puisqu'on empêchait le chef d'État de prendre 100% de la manne pétrolière. Le discours, le propos, il n'y a jamais eu de corruption. Le propos était la nuance qu'il voulait apporter, et M. Loïc Le Floch-Prigent, c'est deux choses. Il y a des changements sur le continent qui ne sont pas du fait du gouvernement français, qui sont le fait de certains Français, dit-il, même si c'est difficile, à quoi que les renseignements français... Mais il y a aussi des Libanais, il y a aussi des machins, il y a beaucoup de gens. On a bien compris. Et il dit, au fond, l'argent des États africains n'est pas que volé par la France, il y a les dirigeants africains qui volent aussi. Et c'est le problème. Et ce que le dirigeant burkinabé... Alors, voilà la nuance qui tient à apporter. Il y a une question de méthode. Oui. Ou bien vous voulez faire un discours, laisser le feuille pas du tout. Exposer ce qu'il dit. Pas du tout. Nous faisons du coq à l'âne. Et nous faisons du coq à l'âne, et c'est très dérangeant intellectuellement et même pour les téléspectateurs. Il s'agit d'abord d'analyser l'évolution, la dynamique en fait des coups d'État au niveau de ce que vous avez appelé des coups d'État, la résurgence des coups d'État. C'est ça. Et j'ai dit que mal nommer les choses, c'est
ajouter du malheur au monde. Pour moi, ce n'est pas des coups d'État. Ça, c'est un autre problème. Nous reviendrons là-dessus. Cependant, sur le plan historique, et nous ne saurions faire l'économie, puisque des textes l'ont adoubé, écrit, des mémoires ont été écrites dans ce... C'est le cas de Focard, qui reconnaît effectivement qu'il a été à l'origine de plusieurs coups d'État, dont certains coups d'État, et on pourra dire que la France a joué un rôle fondamental dans l'assassinat, justement, de Silvano Solensio. Alors, je crois que la première chose, il faut être grand et avoir l'humilité des choses. Il y a des actes barbares qui ont été commis, et c'est pas simplement quand on soulève ces problèmes, le gouvernement français parle de repentance. Non, on peut reconnaître qu'il y a des atrocités qui ont été faites, et ces atrocités, elles sont indélébiles, n'est-ce pas? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Expliquez davantage, quand vous dites que ce ne sont pas des coups d'État. C'est intéressant, ce que vous dites. Si vous considérez, d'abord, est-ce que vous considérez que quand la France, ou bien Focard, sous l'initiative d'une direction, fait des coups d'État, ça, c'est des coups d'État. Est-ce qu'on les appelle des coups d'État ou on les qualifie tout simplement de stabilisation du régime en cours? D'accord. Je vous pose une question. On l'appelle stabilisation de régime. Stabiliser un régime en cours, un pouvoir en cours. C'est aussi un coup d'État. C'est absolument un coup d'État. Institutionnel, constitutionnel, tout ce absolument. Bien sûr. Bon, il n'y a pas que le coup d'État militaire. On est totalement d'accord. Stabiliser un régime qui n'a même pas été élu, donc, puisqu'on sait très bien, mal élu, où il y a eu des vols au niveau de l'organisation électorale, qui n'ont pas de reconnaissance de validité juridique, n'est-ce pas? Et qu'on va forcer les éléments pour proclamer des résultats à 2h du matin pour éviter une certaine forme de révolution. Et ça, par exemple, ce n'est pas des coups d'État, on appellera ça de la stabilisation des gens qui sont des collaborateurs. Je le dis. Et je ne fais pas d'économie. Oui, allez-y, très bien. Alors, maintenant, la suite du raisonnement. 1990, puisqu'il s'agit d'aller vite, vous dites 1990, apparaît une certaine forme de démocratie, etc. Quelle démocratie? C'était le postulat. C'était un postulat. Quelle démocratie? Est-ce que l'Afrique a attendu l'Europe pour connaître la démocratie? Nous avons, en 1450, au niveau du Mali, des textes qui déjà prouvent exactement comment la gouvernance, la démocratie a lieu. Cette démocratie-là, dont on parle, c'est ce que, justement, Villepin appelle de Villepin appelle une démocratie d'opinion. C'est une démocratie d'opinion, la démocratie. Il parlait de la démocratie française. Oui, mais celle de l'Afrique, c'est une démocratie d'opinion ou c'est D'accord. Bon, poursuivons. Alors, dès lors où on n'est pas dans cette logique, qui est une logique préalablement définie, et je vous avais dit que moi j'ai un concept qui me permet d'appréhender le réel d'une autre manière. C'est ce que j'ai introduit en disant l'irréversibilité des avantages acquis dus à la procédure, à la posture coloniale. Si vous prenez cette grille de lecture, vous pouvez justement analyser les problèmes d'intérêt économique, d'intérêt industriel, etc., etc. Ne pas en faire l'économie, c'est de dire, bon, jouons le jeu. S'il n'y a aucun intérêt, comme il le disait, mais à ce moment-là, pourquoi actuellement, nous dit-on, et on nous interdit de justement traiter avec différents acteurs. C'est une question très importante et je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques instants aborder effectivement la question de la pluralité des partenaires sur le continent. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des régimes militaires qui ressurgissent sur le continent. Mes deux invités sont restés avec moi, David Assiba Johnson et Loïc Le Floch Prigent.
Loïc Le Floch-Prigent, en 90, Mitterrand tient un discours, le fameux discours de la Baule, Oui. où il dit à ses homologues africains, il n'est pas possible de se développer sans la démocratie. Les deux vont de pair. Vous connaissez très bien Absolument. l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est, ou on en soit, pardon, à parler de recul démocratique sur le continent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on a mal eu, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la culture judéo-chrétienne arrivant à la démocratie chez nous. Oui. Et on a cru que ce modèle était un modèle qui pouvait s'appliquer partout. Ça, c'est intéressant. Je dis que ça, c'est pas vrai. Et qu'il fallait reprendre, et c'est pour ça que j'étais complètement d'accord avec le professeur, même s'il n'est pas d'accord avec moi, mais c'est pour ça qu'il est d'accord, sur le fait qu'on n'a pas regardé ce qu'était la possibilité de développement d'une démocratie africaine. C'est-à-dire sans forcément considérer Vouloir qu'elle était transposer le modèle français chez nous était une erreur. Issue du modèle. Et qu'on a considéré dans ces pays, et dans les pays qui regardaient l'Afrique, qu'il y avait des élections, donc celui qui était élu, il était démocrate. Et c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe en Afrique. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Votre livre. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est pas ça l'Afrique. Et donc, il fallait qu'il y ait une génération qui se dise la démocratie en Afrique, c'est-à-dire l'expression du peuple libéré et cultivé, ben, c'est pas forcément la suite du judéo-chrétien ou c'est pas forcément la suite du latino-hellène. C'est pas forcément parce qu'il y a une culture africaine. Alors, c'est arrivé en même temps que des gens qui niaient la culture africaine. Qui niait l'existence de quelque chose. Comment se fait-il que les gens, enfin, De Gaulle par exemple, et ceux qui l'entouraient n'aient pas eu l'intelligence de comprendre et de constater que les modèles ne sont pas transposables? Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas? Ils ne pouvaient pas intellectuellement, ils ne pouvaient pas, parce c'était la pensée universelle telle que nous l'avons développée au moment des siècles des Lumières, des Lumières, conduisait l'ensemble de notre intelligence à considérer que nous étions le progrès universel et que par conséquent les autres devaient jouir de ce progrès universel. Et c'est un peu la citation de Jules Ferry tout à l'heure, du professeur qui était... La mission civilisatrice. Et donc, c'est pas ça qui se passe. Alors maintenant, les soubresauts que le dit très bien le professeur, c'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un qui trafique les élections successivement et qui reste au pouvoir très longtemps n'est pas un gage de démocratie, pour moi. Et donc je considère qu'effectivement, on a tordu la démocratie à l'occidental dans les pays africains, d'où les coups d'État. Bon, mais le coup d'État n'est pas aussi quelque chose. Enfin, le fait qu'on prend des militaires, n'est pas pour moi un moyen d'expression issu des Lumières. Voilà. L'idée qu'on va aller dans le bon sens. Bon, donc il faut arriver à retrouver. Je vous laisse la parole, professeur. Sans problème. Je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on se pique la parole. Je vais aller jusqu'au bout de mon argumentation. Et donc moi, qui ai un sentiment empathique pour l'Afrique, je dis il faut qu'ils trouvent leur version. Alors, est-ce que le Ghana ou est-ce que d'autres pays sont en train de mieux la trouver que les nôtres? J'en sais rien. Mais disons qu'il faut qu'il y ait une expression du peuple et que le peuple sente libre et se développe. Alors, parmi les choses qui, moi, me navrent complètement, alors c'est du point de vue économique, c'est que effectivement, l'argent que nous avons essayé de dépenser à une période qui est la mienne pour développer industriellement l'Afrique, c'est-à-dire utiliser les matières premières pour faire des produits vendables, ont été complètement dévoyés, mais pour partie à cause des dirigeants africains. Oui, mais avec la complicité, avec la complicité de nos partenaires au développement, nos soi-disant partenaires au développement. Avec la complicité, alors que le sujet fondamental de l'Afrique, c'est j'ai des ressources naturelles, il faut que je les transforme localement, c'est ça. Et que je les industrialise. Et si jamais il n'y a pas d'industrie africaine, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est ça qui a été... Alors je dis que à l'heure actuelle, les partenaires, les généreux partenaires actuels sont encore pires que les anciens de mon point de vue. On ne le sait pas encore. On
Mais le sujet, c'est le développement industriel qui permet de se prendre des ressources et de les amener. C'est-à-dire que le fait de dire la Guinée-Bissau, c'est le roi de la noix de cajou, et la noix de cajou part en Inde, et c'est les Indiens qui s'occupent de la noix de cajou, et elles nous reviennent, y compris en Afrique de l'Inde, c'est absurde. Mais nous y sommes pour rien. Oui. Hein, mais c'est ça la réalité. Oui. Mais il y a des points importants sur lesquels on revient, la question monétaire et la question des plans de développement, etc. L'influence au niveau du FMI et de la Banque mondiale, l'instrumentalisation de cette institution. Et là, on est dans un autre problème. On est dans un autre problème. On reviendra, on évoquera ces points. Mais c'était pour raccrocher un peu ce que disait le professeur très bien de mon point de vue, et ce que je disais qui n'est pas en disharmonie, qui est simplement, il faut savoir quelles sont les périodes. Bien sûr. Oui, très bien. Très rapidement, professeur. Je ne voulais pas nier ce que Focard avait écrit. C'est pas mon problème. Focard n'est pas mon problème. Vous allez faire le décompte du temps et vous allez voir que je n'ai que 3 minutes depuis lors. Ne vous inquiétez pas. Loïc Lefort-Prigent a eu l'honnêteté de reconnaître que la France s'est trompée en pensant transposable son modèle en Afrique. Et que ça a été une erreur de penser qu'on pouvait transposer un modèle qui est le fruit d'une histoire particulière aux autres cultures. Comment imaginez-vous, la forme de démocratie qui aurait pu, qui aurait dû ou qui pourrait aujourd'hui être la nôtre? La première chose, déjà, ça me gêne intellectuellement que la France vienne dicter ce qu'il faille faire au niveau du continent africain. Bon, maintenant, mais permettez-moi, laissez-moi argumenter. On a besoin de personne. Les institutions naissent des peuples. Si nous n'avons pas l'intelligence de pouvoir élaborer les institutions pour résoudre nos problèmes, c'est que nous sommes des damnés de la terre. N'est-ce pas? Les autres nations sont arrivées. Pourquoi les nègres n'y arriveront pas? C'est un problème qui me dérange, de dire que tout d'un coup, moi qui suis mathématicien, quand je forme mes étudiants, je monte le pas et je dis, bon voilà les idées centrales et on passe à autre chose. Il faut qu'ils travaillent par eux-mêmes. Alors qu'ici, on est dans un modèle où il faut toujours être infantilisé et on doit nous dire ce que nous devrons faire. Nous ne sommes pas à même de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Eh bon, moi je crois que le problème réel qui se pose à ce niveau, c'est que l'incursion de la France était de trop. Et c'est elle qui a conduit à cette situation, justement, de bordel ambiant, par euphémisme, qui est présent sur le continent. On fait quoi maintenant? La preuve. Je vais prendre le cas de ce qui s'est passé au niveau du Togo. Important. Lors des élections en 1958 de Sylvanus Olympio, on lui a monté quelques coups et il a été emprisonné au motif qu'il avait fait des trafics de devises et il était en prison. Il y a eu l'organisation des élections. Le gouverneur qui était en place, le parti du CUT, avait gagné les élections. Et le gouverneur disait, comme le parti progressiste, Sylvanus Olympio est en prison, il ne peut pas justement pouvoir être nommé Premier ministre intérimaire pour diriger. Mais les Togolais se sont battus, mais ils ont dit, c'est celui-ci que nous voulons. Et ils ont forcé la main contre la volonté du gouverneur pour que Sylvanus Olympio soit libéré des prisons pour justement accéder à la direction de l'État. Ça, c'est un exemple qui est concret, où le gouverneur français s'est opposé. N'est-ce pas? Alors, ne faisons pas l'économie des réalités. Moi, je crois que c'est un scientifique. Il sait très bien de quoi il... Mais il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Le problème de l'Afrique, elle a besoin qu'on lui colle la paix. Et d'autant plus que cette paix est importante. L'incursion de la France depuis plus de 50 ans n'a absolument rien donné. Professeur, moi je vous laisse. Je vous laisse parler. Non, je vous laisse parler. Et je rends service. Sauf que ma question c'est, on a bien compris, on a fait l'état. Monsieur, je suis en train de rendre service aux futurs dirigeants français de pouvoir prendre des nouvelles lignes qui doivent s'inscrire dans la dynamique relationnelle et pour qu'on fasse l'économie de ces situations tendues. C'est justement, il ne faut pas adopter la politique de l'autruche, croire que tout est dans le meilleur du monde. Non, rien n'est dans le meilleur du monde. Je n'attaque pas. Nous parlons de... D'accord.
Mais je ne suis pas venu ici pour attaquer mon co-débatteur. Non. Nous sommes venus ici de parler de l'Afrique noire, n'est-ce pas? Donc alors, considérez que mes propos... Non, d'accord, je sais pas. Très bien. Je suis en train de bâtir des nouvelles relations, une nouvelle vision que devrait avoir le gouvernement français à l'endroit de ses ex-colonies. Il faut qu'elle sache que des polytechniciens, des mathématiciens, des HEC, nous avons fait les mêmes écoles qu'eux et nous savons raisonner. N'est-ce pas? On n'a pas besoin. Parfois, nous étions même meilleurs, majors de promo. D'accord. Alors, cette fois-ci, de ce tutoring, vous devez faire ceci. Professeur, je suis obligé de repréciser ma question parce que j'ai bien compris que votre souci, l'intérêt qu'il y a chez vous de faire un peu l'état des lieux de la situation et de dénoncer effectivement les ingérences françaises en Afrique. On est tous d'accord sur ce point et effectivement l'infantilisation, etc. Vous êtes contre, vous l'avez dit, on a compris. Maintenant, la question, professeur, c'est comment envisageons, maintenant que nous sommes conscients de ce qu'on peut se développer tout seul, en tout cas, on peut faire notre chemin tout seul, comment faisons-nous le chemin? Mais c'est la rédaction. C'est ma question. Alors, si vous voulez que j'aille vite, oui, s'il vous plaît. Je pourrais vous dire, mais c'est la rédaction de nouvelles institutions. Rédaction de nouvelles institutions. D'abord, les postes politiques. On devrait interdire d'abord de pouvoir s'enrichir. À la limite, je dirais que le niveau de salaire devrait être suffisamment très bas. Il faut bloquer que les devises, que les capitaux, la mobilité des capitaux, l'interdire, c'est-à-dire la tâche, c'est le développement de la nation, en fait, en réalité. Donc, effectivement, si des barrières sont mises pour rendre impossible l'enrichissement par la politique, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. D'accord. Vous évoquez la question de l'enrichissement, notamment illicite. Mais restons dans la réalité concrète des régimes militaires. Oui. Aujourd'hui, dans la plupart des pays où sont arrivés au pouvoir les militaires, l'activité politique est suspendue. Absolument. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de radio, de télévision qui critiquent le président de la République. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est le terrorisme, etc. On dit, on met tout entre parenthèses. On est en situation de déception. Oui, en situation de déception. Absolument. Le président burkinabé vient de dire il n'y aura pas d'élection tant que le pays n'est pas pacifié. Absolument. Sauf que c'est lui seul qui décide quand le pays est pacifié pour passer c'est pas le cas. Pour faire des élections. Bon, mais cela dit... mais voilà, est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Je n'ai pas dit que c'est cela. Non, c'est la question. Oui, mais d'accord. Mais cela dit, ce qui est important aussi, il faut faire une rétrospective historique. Prenons le cas de la Corée du Sud. Le cas de la Corée du Sud. Le général Park est resté au pouvoir pendant des années et le Park a développé la nation. La Corée du Sud, qui à peine avait $1,20 par jour de PIB, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, à 33 000 $, de PIB, est contributeur au niveau. Donc, en fait, le problème, permettez-moi de dire la chose suivante. Il ne faut pas poser l'équation selon laquelle militaire égale nécessairement dictature. Non, je pose la question. Moi, je pose juste la question. La manifestation du pouvoir aujourd'hui, c'est celle... Ce dont nous avons besoin, c'est d'un patriotisme. C'est le patriotisme qui prévaut. Vous pouvez avoir, en fait, des militaires qui sont au pouvoir, mais qui ne soient pas des patriotes. Ça peut exister. Mais la probabilité d'avoir des patriotes est beaucoup plus élevée chez les militaires que vous en aviez chez les civils. Y compris s'il induit la mise en parenthèse des libertés publiques. Mais qu'est-ce que vous appelez les libertés publiques? Ce que j'appelle, professeur, vous êtes professeur. Bien sûr, j'entends très bien. Ce que j'appelle liberté publique, professeur, c'est quand on n'a plus le droit de manifester, c'est quand on n'a pas le droit de critiquer le président, c'est quand il n'y a plus de pluralité d'opinion politique, c'est quand les partis d'opposition sont interdits. Alors, ces partis d'opposition, on est dans un régime exceptionnel. Vous voulez en fait cette liberté, si c'est là cette liberté d'expression, alors je dis dans ce cas, je suis pour. D'accord. Je suis pour une stabilisation d'une situation avant qu'on s'exprime. Un peu comme il vient de le dire, un peu comme la France l'a fait à une autre époque. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pour une stabilisation. Très bien. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin des partis politiques qui doivent se mettre à déstabiliser justement l'évolution dans laquelle on s'inscrit.
Absolument. C'est une opinion, mais c'est Ben, votre. bien sûr qu'il y a une Totalement, opinion. c'est votre opinion. Absolument. Absolument. Et fondée. Totalement, c'est l'opinion. Ce n'était pas. Enfin, bon, je voudrais pas reprendre tout ce qu'a dit le professeur. Il est très très éloquent sur la situation d'aujourd'hui. Il est clair que si jamais nous sommes dans cette situation dans les pays en question aujourd'hui, c'est-à-dire Mali, Niger et Burkina Faso, et peut-être d'autres demain, c'est parce que l'Occident a eu peur de l'islamisation et que ils ont considéré qu'il fallait protéger les populations de l'islamisation croissante. C'est quand même ça qui est l'origine. Qui est l'origine. L'origine, pour moi. On peut faire. On va faire cette émission sans langue de bois. Je vais vite. Je vais aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que après, à partir du moment où il y a une armée quelque part, je dis, et je n'ai pas changé d'opinion sur le sujet depuis maintenant 60 ans sur le sujet. Donc c'est quand même. À partir du moment où il y a une armée quelque part, l'armée de libération devient armée d'occupation. Oui, mais par conséquent, à partir du moment où il existe une armée d'un pays, quel qu'il soit, française ou autre, on verra après si les Chinois font la même chose, etc. Bon, à partir du moment où vraiment, on ne peut pas concevoir les rapports entre des États sur l'idée qu'une armée est présente chez l'autre et soi-disant pour la libérer. Et donc je pense que le vice important des pays qui ont eu ces coups d'État aujourd'hui, c'est l'existence d'une armée d'occupation. Une armée d'occupation de fait. Mais ça amène Loïc. Alors ce qui me gêne dans ce que dit le professeur, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que je parle de sensibilité judéo-chrétienne helléno-latine, si vous voulez, c'est que pour moi, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifester, etc., est quelque chose de constitutif de l'idée, pour moi, de considérer qu'un pays qui n'a pas ça est un pays qui a choisi une voie démocratique différente de la mienne, et qu'il y ait des élections, qu'il n'y ait pas d'élections, qu'il y ait machin, on peut tout dire. On peut tout dire, mais disons que lorsque j'arrivais en Libye et que je lisais sur en anglais, parce que Kadhafi l'avait mis en anglais, la démocratie, c'est le peuple qui est souverain, qui décide. Et il n'y a pas besoin d'élection puisque le peuple c'est moi. D'être tranquille. Oui. Mais j'ai quand même souvenir de ça. Mais très rapidement, il y a un point important que vous avez évoqué, mais sur lequel il est important de revenir. Vous dites l'erreur de l'armée française qui s'est transformée en armée d'occupation, c'est d'avoir voulu protéger ces États de l'islamisation. Franchement, dites-nous, Loïc Lefebvre-Prigent, les différentes opérations, Serval, Barkhane, etc., tout ça, c'était pas altruisme, c'était pour protéger le Sahel de l'islamisme. C'était ça, c'était le seul intérêt pour la France. C'est le seul intérêt. C'est pas suffisant. Non, attendez. Je vous dis, pour moi, si c'est fait... La France n'avait aucun autre intérêt. Autre que... Quel intérêt? Dites-moi quel intérêt? La France en tant que telle, n'a absolument pas de dépendance. Mais s'il n'y a pas un intérêt, pourquoi ça pose problème quand on leur dit de partir? Pourquoi ça pose problème quand on leur dit... Parce que si jamais l'AQMI et c'est Al-Qaïda, c'est-à-dire envahissait ces pays, le Sahel, on avait le sentiment que ça allait être des bases pour nous attaquer nous. C'est ça le sujet. Vous le dites juste pas souci de politiquement correct, ou c'est vrai, vous le pensez? Non, c'est ça la réalité. Et lorsque les militaires, je vais vous dire encore quelque chose, lorsque les militaires français, les jeunes militaires qui étaient au Niger, venaient me voir, en me disant, voilà, nous sommes partis au Niger, nous sommes restés longtemps, nous sommes pour... et ils disaient, bon, on sait bien pour défendre les mines d'uranium. Je disais, non, on s'en fiche, nous. Qui est des mines d'uranium là, on en a partout. La France dépense des millions d'euros par jour juste pour protéger le Mali. D'accord. Disons que l'intérêt économique tel qu'il est montré sans arrêt par mes amis africains, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça a été vrai à un moment.
Ça n'est plus vrai depuis Vous maintenant allez lui 30 ans. répondre juste après la Depuis pause. 30 ans. Juste après une coup de pause, vous Depuis aurez le 30 ans. temps de répondre à ce que Loïc Lefort, président, vient de dire. Et que j'ai du mal, moi aussi, à croire. Et bien sûr, vous avez du mal. Mais oui, j'ai du mal. Non, mais on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des régimes militaires qui ressurgissent sur le continent, qui font irruption sur la scène politique sur le continent. David Asiba Johnson, vous vouliez dire votre désaccord par rapport aux propos de Loïc Lefort, président. Ce que je voudrais dire, et qui me paraît important, il a la réalité industrielle et puis sa formation d'ingénieur, etc. C'est-à-dire que la France dit, elle va au Mali pour contenir l'islamisme. Et en même temps, elle interdit à l'armée malienne de pouvoir aller à Kidal. Ouais. Et ça ne le gêne pas du tout. Il dit c'est pour défendre, ça ne le gêne pas. Je ne me pose pas de question. Mais ce qui m'intéresse, c'est que... J'ai jamais dit que ça ne me gênait pas. mais ça ne vous interpelle pas. Ne me faites pas un soutien du gouvernement actuel. Non, ne me faites pas. Non, nous sommes en train de débattre. Je sais, écoutez, j'ai dit que j'ai lu vos ouvrages en termes de politique industrielle et je vous ai dit à l'instant que vos contributions étaient importantes et que le gouvernement ne les a pas entendues. Cela dit, s'agissant de l'Afrique, j'ai considéré que vous n'avez pas traité du tout le problème. Nous pourrons en débattre puisque je suis un spécialiste de politique industrielle, entre autres. Je reviens sur l'essentiel. La France va pour contenir l'islamisme. Oui. Mais, en fait, si elle voulait se rendre même service, n'est-ce pas, à elle, si elle était conséquente avec elle-même, cette France, est-ce qu'elle a eu recours, elle a fait à la guerre de 14-18 et qu'elle a demandé à Blaise Diagne? C'était des tirailleurs sénégalais qui étaient venus au front pour se battre. Oui, par rapport. Ce qu'on demande, on dit, on va au niveau du Mali et l'on contient la possibilité de pouvoir progresser, l'armée malienne de pouvoir progresser. Ça me pose un problème énorme. Je ne crois pas que la France doit faire la guerre à la place des Africains. Si elle devait rendre service à l'Afrique, si elle devait se rendre service à elle-même et utiliser tout le potentiel et l'historicité et les dimensions culturelles qui étaient les siennes, n'est-ce pas? C'était justement de pouvoir armer essentiellement l'armée malienne. Quel est l'intérêt, votre contradiction par rapport à son propos? Je ne le qualifie pas, il dit non, ça n'engage quel intérêt la France a selon vous, l'armée française, en tout cas les différentes opérations dans le Sahel, quel intérêt elle servait selon vous? Mais elle dit qu'elle servait pour contenir l'islamisme. Oui, et vous dites que c'est pas sérieux, vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse. Mais c'est ce qu'il dit. D'accord. Il essaie de nous maintenant, quel autre intérêt? Selon Ah non, mais je n'ai pas à savoir quel intérêt elle a, puisque je ne suis pas la France. C'est à elle de savoir. Ne me faites pas dire. Pourquoi vous me demandez de me substituer à un État pour dire quel est son intérêt? Je ne tomberai pas, en tant que stratège, je ne tomberai pas dans ce jeu. L'intérêt de l'Afrique, c'est que le Mali reste uni et qu'il n'y ait pas la scission du Mali. Bien sûr. Parce que la France ne le permettrait pas, même au niveau d'Ajaccio, ou bien chez les Corses, ou bien dans ma famille bretonne, et que les Bretons demandaient essentiellement l'indépendance, bien qu'on aille jusqu'au niveau de Rennes, on ne paye pas de péage, et quand on rentrait en Bretagne, on cohabite avec justement des diversités. Donc en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quel était l'intérêt de la France à ce niveau-là. Elle sait très bien qu'elle ne révèle pas ses intérêts, qu'elle prétende
mais la théorie économique l'a bien cristallisé. On appelle ça des asymétries d'information. Et je dis une chose, je fais une autre chose. N'est-ce pas? La question, il ne s'agit pas pour nous de savoir de quel était l'intérêt de la France pour y aller. Elle a prétendu que c'était pour contenir l'islamisme. Mais la meilleure façon de contenir l'islamisme, c'était de permettre effectivement que l'armée malienne ou les armées africaines affrontent directement. Le propos est très clair. Loïc Le Floch-Prigent, cette troisième partie, effectivement, est consacrée à l'analyse, si on veut, de ce sentiment qualifié à tort ou à raison d'anti-français. Mais avant d'aborder ce point précis, Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes français, vous êtes technocrate certes, mais vous avez une dimension politique parce que vous avez dirigé de grandes entreprises qui étaient des leviers politiques aussi, notamment sur le continent. Quand on compare les ex-colonies britanniques et les ex-colonies françaises, il y a des différences assez frappantes. Vous avez par exemple, dans plusieurs ex-colonies françaises, des bases militaires françaises, ce que la Grande-Bretagne n'a pas dans ses anciennes colonies. Pourquoi déjà ça? Pourquoi ce besoin d'être présent militairement dans différentes régions du continent? Premier élément. Deuxième élément, il y a des questions, certes symboliques, mais qui ont aussi des ressorts économiques fondamentaux. La question monétaire, par exemple, le franc CFA, ça fait des décennies que ça dure. Pourquoi c'est si compliqué pour la France d'opérer la véritable cassure, la véritable rupture par rapport à cette question monétaire, puisque elle cristallise beaucoup de ressentiments, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de suspicion aussi. Pourquoi? Alors, vous posez deux questions qui sont des questions à un gouvernement. Il n'est pas des questions à un homme d'entreprise. Oui. Mais donc je vais répondre à votre question néanmoins. Sur la première, je n'ai jamais compris pourquoi nous continuons à vouloir une armée de libération ou d'occupation qui s'incruste. Je n'ai jamais compris et je considère que c'est une erreur historique. Bon, alors maintenant, cette erreur historique a été commise, c'est pas à moi d'en décider. Et mais si jamais vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, j'aurais répondu la même chose. Il y a 30 ans aussi, je ne comprends pas. Donc, alors soit et ça va être la deuxième, la réponse à la deuxième question, mais qui est ambiguë bien sûr. Soit les gouvernements de ces pays demandent à la France d'être là. Alors là, bon, comment on fait? Si d'une certaine façon, le gouvernement de République centrafricaine demande à un moment aux Russes de venir s'installer en République centrafricaine, et les Russes arrivent et tout va bien, on applaudit. Donc bon, là, il y a une ambiguïté sur la position des uns et des autres en la matière. C'est-à-dire que lorsque, à un moment, on dit à Wagner, dont on sait bien qu'il est dirigé par des proches de Poutine à l'époque, alors maintenant ça s'est peut-être un peu disloqué, en fait c'était à l'époque, bon, bah, on demande bien à la Russie de venir au secours. Donc on voit bien que la relation entre sur le militaire a toujours été ambigu avec n'allez pas, venez quand même. Donc mais moi, je considère que c'est une erreur d'avoir une armée française là-bas. Deux, en ce qui concerne le franc CFA. Alors le franc CFA, ça a été une façon qui était peut-être complètement stupide, d'avoir la même chose que ce que nous étions en train de développer en Europe, avec l'euro, dans sur le continent africain, avec les différents conseils de soit l'Afrique de l'Ouest, soit l'Afrique centrale, et qui étaient d'accord avec ça. Sauf qu'en 1945, quand le français a été créé, l'euro n'existait pas, il n'y avait même pas l'Union. Dans sa dynamique historique. Dans un premier temps. Moi, je suis désolé, je ne retourne pas, à Phocard. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu. Absolument. Alors, ce que j'ai vécu, on est d'accord. J'ai dit, moi, qu'est-ce que vous voulez faire?
aux pays africains. Est-ce que vous voulez avoir chacun votre monnaie? Est-ce que vous voulez avoir une monnaie? Et comment ça s'appelle? Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc, et la réponse a été non. On a envie d'être raccroché à l'euro. Et on a envie d'être. Et on continue à se. Oui, très bien. C'était pas des économistes compétents. Oui, mais. Oui, on est d'accord. Moi, je suis désolé, je suis industriel. Oui. Je n'ai aucun attachement personnel. Aucun attachement. Je termine, monsieur le professeur, excusez-moi. Je n'ai aucun attachement personnel aux deux éléments que vous avez. Ce n'est pas mon problème. Bien sûr. Voilà. Alors. Et je considère qu'on fait bien avec. Et si jamais chaque État retrouve sa monnaie, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est là où la notion de liberté et de démocratie effectivement africaine intervient. Mais si jamais vous avez un président qui est là depuis longtemps, qui est en fait, qui fait des élections bidons, qui est soutenu par un certain nombre de forces économiques ou politiques qui lui permettent de rester en place, et que lui dit à son chef et son responsable financier, vous restez. Bon, qu'est-ce que j'y peux? Rien. Ouais, vous savez, je crois qu'il faut chacun doit voir midi à sa porte. Bien sûr. En ce qui concerne ma profession industrielle, je considère que l'effort que j'ai voulu faire pour que se développe une industrie africaine n'a pas été payé, et n'a pas été payé, en ce qui me concerne, beaucoup plus à cause des dirigeants africains qu'à cause de moi. Et lorsqu'en particulier j'ai voulu développer des raffineries de grande ampleur, les dirigeants africains ont préféré, et j'ai des exemples précis, mais j'ai pas envie de dire ici, ont préféré prendre les produits pétroliers des raffineries extérieures parce que ça remplissait leur caisse, c'est pas les caisses de l'État, leur caisse, plutôt que de faire des grandes raffineries. Et donc, de cette façon. Alors, je dirais que d'un côté, le dirigeant du ciment a fait l'inverse, et je dis bravo d'un côté. Simplement, il était sur un produit pondéreux qui effectivement nécessitait une production locale. Et donc, mais dès qu'il veut s'échapper de ce business model, dès qu'il veut aller ailleurs, il prend des coups sur le nez. On voit bien que le dirigeant politique africain moyen, je n'irai pas plus loin, il a envie de remplir ses caisses à lui et à sa famille. Et c'est un des problèmes que nous avons traversé au cours de la vie que j'ai menée, et que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre sur un certain nombre de points, non pas pour dire j'ai la solution, j'ai pas la solution. Je dis simplement j'aime l'Afrique, je constate cette situation, je la déplore, et je dis maintenant, messieurs et mesdames les Africains, s'il vous plaît, débrouillez-vous tout seul. C'est important que vous débrouillez tout seul. Rapidement, professeur. Et là, je rejoins le professeur. Vous êtes intelligent, vous avez l'éducation, vous connaissez les mathématiques, vous connaissez la physique, vous connaissez la biologie. Allez-y. Sur les deux points que j'ai évoqués, la question de l'armée et la question monétaire, mais laissons la question de l'armée et la question du franc CFA. Vous avez des dirigeants africains qui vous disent c'est une bonne monnaie, c'est celle qu'il faut. Le Sénégalais Macky Sall le dit, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara le dit. C'est difficile à comprendre. Pourtant, ce sont des gens qui sont entourés. D'abord, ils sont, pour l'un, économiste, il a fait le FMI, etc. Et l'autre aussi, un technocrate, est entouré de gens intelligents. Comment se fait-il que le franc CFA soit décrié par les gens et que d'autres chefs d'État disent c'est bon, c'est la monnaie qu'il nous faut? Bon, alors vous avez cité ces deux personnes. Il faut remettre à César ce qui est à César. Hein. Donc, l'économie monétaire est une sous-rubrique de la macroéconomie. Et par ailleurs aussi, ce n'est pas parce qu'on est collaborateur au Fonds monétaire international qu'on a des compétences réelles en macroéconomie. Hein. On a vu aussi le FMI faire des recommandations qui ont été des recommandations bidons, et malhonnêtes, incompétentes, de niveau zéro de la pensée scientifique. C'est totalement vrai. Voilà. Alors la question fondamentale, elle est la suivante. Elle dit
Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, afin que vous puissiez comprendre, prenons le cas de l'Union européenne avec la monnaie... avec l'euro. Vous voyez la rigidité auquel nous sommes confrontés par rapport justement au déficit. Quand on avait pris des indicateurs macroéconomiques qui consistaient à dire qu'il ne fallait pas dépasser tant, etc., la posture de l'Allemagne par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Grèce a été d'une violence de telle façon qu'il a fallu que la France intervienne et que des concessions soient faites, etc. Donc le fait d'avoir une monnaie commune n'est pas susceptible d'induire forcément un développement. Donc la question fondamentale, elle est la suivante. Quelle politique macroéconomique doit être définie préalablement à une vision stratégique qui a été initialement formulée, qui permettrait de dire je vais obtenir le bon taux d'intérêt qui va être piloté, déterminé par la Banque centrale, eu égard aux objectifs. Là, on est en train de faire de la macroéconomie. Ce n'est pas nos camarades assis, n'est-ce pas, dans des bureaux. Moi, j'ai fait des modèles, n'est-ce pas, pour le reporting au niveau de la Banque de France. J'ai vu ça hier. Je sais donc de ce... Absolument. Donc, il y a un de mes frères aussi, Sanvi Avouidovi, qui a été le directeur de recherche à la Banque de France. Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle les modèles DSGE. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons affaire à Dakar, à des gens qui sont assis et ne se posent pas la question, toute la formation qu'ils ont acquise, mais pourquoi ne pas prendre le problème de la souveraineté monétaire africaine et la diriger correctement. La Corée du Sud a été à même de le faire. Regardez les résultats auxquels la Corée du Sud, elle est contributrice au niveau justement de l'OCDE, alors qu'elle avait un niveau de PIB nettement inférieur à tous les pays africains de l'époque. Voyez-vous ce que ça peut apporter. Si vous n'avez pas une bonne politique, je dis le B.A.B.A. Bonne politique macroéconomique. Non, d'abord cette politique macroéconomique. D'abord une vision stratégique. Où désirions-nous aller? Quelles sont les filières de politique industrielle que nous allons définir, qui doivent permettre le taux d'intérêt, qui va permettre justement de dire je pousse telle filière avec des taux bonifiés par rapport à d'autres, etc. Non, c'est un ensemble. C'est le taux d'intérêt minima, n'est-ce pas, qui est défini par les modèles. Au moins, vous n'êtes pas dans le slogan, vous êtes dans l'analyse et vous abordez les problématiques. Mais on peut le faire. Nous pouvons faire ce coup dans leur complexité. À défaut, si les chefs d'entreprise, à défaut, si les chefs d'État ou les ministres de l'économie ne sont pas compétents, qu'ils fassent appel. On est d'accord. Aux économistes parce que mathématiciens. La compétence existe. Vous voyez qu'on a un point d'accord. Totalement d'accord, totalement d'accord. Mais merci quand même de nous avoir mis en évidence que des chefs d'État africains ne sont pas patriotes et qui permettent justement de remplir leurs poches et refuser justement que des industries soient développées. Il est important de le rappeler. Très rapidement, un dernier point pour finir cette émission. Loïc Le Floch-Prigent. Quand on lit votre livre, on sent que vous y avez mis du cœur, que vous êtes préoccupé par la résolution des problèmes liés au développement, etc. sur le continent, et vous esquissez même des pistes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là. Mais ma dernière question, qui aussi, d'une certaine manière, alimente ce sentiment anti-français sur le continent, c'est... Je partirai d'abord d'une petite anecdote. Nous sommes en février 2021. L'ambassadeur malien en France est reçu au Sénat avec 4 autres de ses collègues du Sahel. Il s'appelle Djimé Diallo. Ils avaient pour mission d'expliquer un peu comment ils perçoivent l'opération Barkhane au Sahel. Après avoir salué le remarquable travail que fait l'armée française au Mali, il a juste émis quelques critiques par rapport à certains comportements de quelques éléments de la Légion étrangère dans certains quartiers de Bamako. Des observations, pas des critiques. Des observations, on va dire même. Ça suffit pour déclencher le courroux des sénateurs qui ont exigé et obtenu de Macron qu'il soit rapidement ramené à Bamako. Pourquoi ce rapport à l'Afrique? On ne ferait jamais ça à un ambassadeur américain, ni britannique, ni chinois, ni japonais. J'en étais malade. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment mon pays peut faire ça.
Ce n'est pas en tous les cas la manière dont j'ai été élevé. Je vous le dis. Voilà. C'était malade. J'en étais malade. Merci. Mais c'est pas le seul moment où je suis malade. Les derniers voyages ont été également des choses sur lesquelles j'ai été malade. Et votre réponse permet de renforcer sur le continent le sentiment qu'on n'a pas de problème avec les Français, d'ailleurs les Africains. C'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup d'Africains qui ont épousé des Français, des Françaises font de beaux enfants. On n'a aucun problème avec les Français, mais la France politique et son rapport à l'Afrique, c'est ça qui doit changer. C'est ça qui doit changer, et je voudrais être l'artisan de ça en venant chez vous et en disant, je vous assure que les Français n'ont pas cette attitude. Je vous assure. Merci. Je voulais dire juste quelque chose. Oui, très rapide. Utiliser le concept de sentiment anti-français est un narratif imbécile. Oui, je mets toujours. Oui, c'est un narratif imbécile parce que, en fait, à défaut d'arguments, on utilise. Oui. Non, mais en fait, les gens sont libres de pouvoir dire je ne veux plus de militaires, je ne veux plus de base militaire, je ne voudrais plus que vous comportiez. Je voudrais tout simplement qu'on valorise mon uranium pour produire de l'électricité. Mais vous ne voulez pas le faire. Et je voulais vous dire même, s'agissant de Wagner au niveau de la Centrafrique, c'est le gouvernement français qui s'est opposé à l'achat des armes et qui même a recommandé qu'on s'adresse à la Russie. Je le sais. Oui, absolument. Ils ont poussé le président Touadéra dans les bras de Poutine. Dites-vous. Ils l'ont fait. On est absolument d'accord. Nous avons des preuves. Merci pour ces éclairages que vous avez. En tout cas, le sentiment anti-français, c'est un attrape-nigo qui n'est pas à la hauteur de la grande nation qui est la France. Merci à vous. Et du grand continent qu'est l'Afrique. Absolument. Merci. Les deux. Du grand et beau continent qu'est l'Afrique. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et pour suivre cette émission en podcast, vous pouvez donc la suivre sur www.nca-tv.com et abonnez-vous massivement aussi. À bientôt.